David Cronenberg, en fait, au départ, c'est un cinéaste d'origine canadienne qui a, je dirais, qui a aujourd'hui, donc il a commencé sa carrière en 1969 avec son premier, enfin sa carrière professionnelle avec son premier long ou moyen métrage, ça dépend des sources, et qui, bon, qui est toujours en activité aujourd'hui, donc il a quand même plus de 50 ans de carrière, et c'est quelqu'un qui a une filmographie qui est assez dense, et surtout, ça c'est quelque chose qu'on remarque la première chose qu'on remarque chez Cronenberg, c'est la cohérence de sa démarche artistique, la cohérence de ses thèmes. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est reconnu comme ont pu l'être en leur temps des auteurs comme Jim Ballard ou Philippe Cadic, c'est-à-dire vraiment des artistes qui ont créé des concepts. On peut parler aujourd'hui on peut dire aujourd'hui qu'il existe un cinéma cronenbergien qui a une esthétique cronenbergienne, qui n'est pas simplement d'ailleurs cantonné au cinéma, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des artistes plasticiens, des écrivains, des musiciens, qui se revendiquent esthétiquement de l'héritage de David Cronenberg, même s'ils sont hors du champ du cinéma. C'est-à-dire qu'il a vraiment, Cronenberg fait partie des artistes qui ont créé une esthétique, des concepts, il y a un avant et un après Cronenberg, ne serait-ce que dans la représentation du corps, par exemple dans l'art. Je pense que c'est la première chose qu'on peut dire de Cronenberg, c'est qu'il a influencé, marqué la manière dont on représente aujourd'hui le corps, et notamment le corps dans ses manifestations horribles, grotesques ou gore, pour reprendre l'expression consacrée. L'esthétique de Cronenberg, elle est indissociable déjà du genre qu'il a rendu célèbre, et ce genre, c'est le cinéma gore. C'est-à-dire qu'en fait, alors, juste pour remettre un petit peu, le terme gore apparaît en 1962 avec Blood Feast de Herschel Gordon Lewis, qui est le premier film gore de l'histoire du cinéma, qui était en fait un cinéma d'horreur à petit budget qui centrait son attraction sur les effets sanglants, les mutilations et les chairs éventrées. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'effets spéciaux, je dirais, professionnels, donc on utilisait des abats de boucherie, du sang, du sirop d'érable en guise de sang. Et le cinéma gore, en fait, qui au départ était cantonné aux États-Unis dans le circuit des drive-in, va s'imposer dans les années 70 comme un cinéma, je dirais, enfin, le gore va petit à petit envahir le cinéma commercial jusqu'à la situation qu'on connaît aujourd'hui. C'est qu'on a effectivement beaucoup de films qui sont aujourd'hui des films d'auteur primés, etc., des films qui sont considérés comme des grands films, des grandes œuvres d'art, qui comportent des plans gore qu'on ne se serait pas permis il y a 30 ou 40 ans. Cronenberg est clairement un des artisans du cinéma gore. Il en est même une des célébrités aux côtés de Georges Romero, de tous les cinéastes un petit peu horrifiques des années 70. Il a vraiment créé une sous-catégorie de cinéma gore qu'on appelle la body horror. C'est-à-dire un cinéma qui est basé sur des mutations, sur des corps ouverts, notamment une des images les plus marquantes de ses tout premiers films, c'était l'image du parasite qui explose le ventre d'une de ses victimes et qui jaillit pour se coller au visage des habitants d'un immeuble. Ça, c'est une image qui avait beaucoup marqué son époque, c'est-à-dire l'image d'un parasite qui investit le corps et qui ressurgit de l'intérieur. Et on va beaucoup identifier l'art de Cronenberg à cette manière d'extérioriser l'intérieur, c'est-à-dire de rendre, je dirais, ce qui est l'intérieur des viscères, de le rendre extérieur. Cronenberg d'ailleurs avait une boutade, mais comme toujours chez lui, les boutades sont toujours un fond de sérieux. Il disait que si on regardait une très très belle femme marcher dans la rue, on peut admirer sa beauté, et si on la voyait sur une table d'autopsie ou au cours d'une opération, on aurait la nausée, alors qu'on pourrait, si on adopte un certain point de vue, admirer la beauté des organes internes d'une personne. Ça a quelque chose d'un petit peu, humoristique, mais pour Cronenberg, il y a un arrière-plan qui est quand même assez sérieux. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée, c'est qu'il va chercher une beauté dans l'organique, là où d'autres gens verraient de la répulsion ou de la laideur.
Et donc c'est quelque chose qui va travailler constamment de film en film. Et on peut dire qu'il y a un art cronenbergien au sens où il y a un art je dirais, de la... il ne s'agit pas d'ailleurs de créer forcément du gore au sens premier du terme, mais il va s'amuser de toutes les formes de transformation qu'on peut appliquer au corps et à l'intérieur du corps. Donc ça, on peut dire qu'il y a un art cronenbergien. Et il y a, je pense aussi, quelque chose de l'ordre du... ça, c'est quelque chose qui est beaucoup aujourd'hui, bon, qui est très très à la mode. Il y a l'idée, c'est que l'humain devient autre chose que le simple humain. Quelque chose qui fait que les personnages de ces films sont très souvent des mutants. Il y a toujours cette idée, dès ses tout premiers films d'ailleurs, que l'humain est en processus de transformation. Il y a quelque chose à dire à propos du discours que tient Cronenberg, parce que Cronenberg, c'est un cinéaste, mais c'est aussi quelqu'un qui parle beaucoup. C'est quelqu'un qui, là aussi, ça rend difficile un peu la part d'analyse de son cinéma, c'est que lui-même fait l'analyse de ses propres films. C'est quelqu'un qui est extrêmement doué, c'est quelqu'un qui est très cultivé, extrêmement doué en termes en tant qu'orateur, si je puis dire, et c'est quelqu'un qui conceptualise ses propres films. Et on peut dire que toute la question de son propre rapport personnel, il l'a déjà formulé dans tous ses interviews, et il a toujours affirmé non, non, ça n'a rien de personnel, c'est quelque chose qui... Lui, en fait, ce qui l'intéresse au départ, alors, bon, il faut revenir un petit peu à ses racines aussi artistiques, c'est quelqu'un qui au départ, c'était un fils de la bourgeoisie, je dirais très cultivé, son père, enfin, dans sa famille on pratique beaucoup la musique, lui-même à un moment donné veut devenir musicien d'ailleurs, et puis il va se passionner pour la science, mais pas longtemps, parce qu'il s'aperçoit que les études à la fac scientifiques sont pas très délirantes en fait. Et il va en fait finalement trouver sa voie, qui est une voie un petit peu hybride, en fait par la littérature et le cinéma, mais pas n'importe quelle littérature. C'est un gros lecteur de science-fiction, notamment de Isaac Asimov, et il va découvrir surtout Vladimir Nabokov, qui reste un de ses auteurs préférés, et surtout l'artiste qui va changer sa vie, c'est William Burroughs, l'auteur du Festin de nu, où on peut dire que chez Burroughs, il y a déjà tous les thèmes, la mutation, les organes, etc., la télépathie, qu'on va retrouver dans Scanners, etc. On peut dire qu'il y a toute une part, on peut presque dire la quasi-totalité des thèmes que Cronenberg va développer sont déjà présents dans l'œuvre de William Burroughs et dans le Festin de nu en particulier. Cronenberg d'ailleurs dit lui-même que la lecture du Festin de nu et de l'œuvre de Burroughs en général a complètement étouffé sa vocation d'écrivain. Il a dit c'est pas possible d'écrire après ça. Il a été trop loin, il a fait le tour de la question. Et par contre, le cinéma, ce qui l'intéresse dans le cinéma, alors, il découvre tous les films tous les films d'horreur de Roger Corman, les films de la Hammer, il découvre le Masque du démon, ou il découvre Barbara Steele qui va faire jouer dans Frisson. Mais surtout, son vrai déclic, c'est le cinéma expérimental. C'est-à-dire qu'il découvre avec ses copains étudiants, on est dans les années 60, il raconte qu'à Toronto, ils organisent des marathons de courts-métrages où ils passent des nuits entières à regarder que des films expé, où on voit les films de Kenneth Anger, de Stan Brakhage, en fait, tous les cinéastes underground américains, donc c'est que des courts-métrages, des films qui sont hors du circuit commercial. Il dit, mais c'est ça ma vocation, c'est-à-dire qu'il veut être un cinéaste expérimental, un cinéaste d'art. Et c'est vrai que sa passion, il y a d'une part tous les films à petit budget, tous les petits films d'horreur à petit budget, et les films expé, mais qui sont hors du circuit commercial. Et comme il n'existe pas de cinéma canadien commercial à l'époque, il dit, ben, j'ai trouvé ma place, c'est le cinéma underground. Et en ce sens, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est, je dirais, porté sur une forme d'expérimentation. Mais curieusement, ce n'est pas un expérimentateur sur l'image. Il va expérimenter sur des concepts. Et ces concepts, encore une fois, il les a pas repris, parce qu'il les a quand même beaucoup poussés à un certain niveau. Mais c'est vrai qu'on les retrouve beaucoup chez William Burroughs. Et il y a un auteur aussi dont on peut beaucoup rapprocher Cronenberg, c'est Jim J. Ballard. Jim J. Ballard qui sort La foire aux atrocités en 69, son livre apocalyptique. Et au moment où Cronenberg tourne ses tout premiers films, Stereo et Crimes of the Future, qui sont consciemment ou pas
concomitant avec l'œuvre de Ballard et qui y ressemble beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose, je dirais, de l'air du temps que Cronenberg a beaucoup capté. Et il y a quelque chose aussi je dirais, de l'ordre d'une certaine contre-culture qu'il a très bien su capter. Et par contre, c'est vrai qu'effectivement, le rapport, le corps, le médical, l'aspect gore, etc., c'est quelque chose dont il s'est toujours défendu d'y mettre quelque chose de cathartique ou de personnel, à l'exception d'un seul film qui sera Chromosome 3, qui est un peu l'exception qui confirme la règle. Chromosome 3, c'est le film où il va régler des comptes personnels de son propre aveu, et il va utiliser la violence du cinéma d'horreur pour faire une sorte de vengeance symbolique contre son ex-femme. C'est l'exception qui confirme la règle. Tout le reste est, comme il le dit lui-même, ce qui l'intéresse, c'est, comme il le dit, l'invention. Il veut inventer des choses parce que, et ça encore une fois je cite de mémoire, il dit que ça le stimule. Chromosome 3, donc, il s'agit du 6e long métrage de David Cronenberg, donc, qui a déjà 10 ans en fait, de tournage derrière lui quand il entame ce film. Alors à l'époque, Cronenberg a une carrière qui en est encore à ses débuts, parce que c'est une carrière assez, comment dirais-je, où il passe par plusieurs phases. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, il a tourné ses premiers courts qui sont des films amateurs, puis ensuite il aborde le cinéma professionnel, mais dans le cadre du cinéma underground. Ensuite, il produit ses 2 premiers films, notamment le premier qui est produit par Cinepix, qui est une boîte de films érotiques soft. Donc on est encore dans un cinéma qui est bis, au sens, enfin, comme on appelle aujourd'hui, c'est-à-dire un cinéma qui est produit, je dirais, avec des tout petits budgets et pour un public spécialisé. Et parallèlement à ça, il faut rappeler aussi que Cronenberg fait beaucoup de télé. C'est-à-dire qu'il fait des publicités, il fait des épisodes de séries télé, il fait des intermèdes pour la télévision canadienne. Et donc il est vraiment en formation. Il faut rappeler que Cronenberg n'a pas fait d'école de cinéma. Il s'est vraiment formé sur le tas. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup documenté sur la technique, mais de son propre chef. Et on est en 1979, et en 1979, on lui passe une commande, qui est son plus gros budget à cette époque, qui est un film sur les courses de dragster, qui s'appelle Fast Company. C'est un film qui est budgété à 1 200 000 et des poussières de dollars, qui est tourné dans l'ouest du Canada, donc c'est une région où il n'a pas beaucoup tourné. Donc c'est un film qui est, là d'un seul coup, ça y est, il commence à gagner de l'argent, il commence à puis surtout à avoir des gros acteurs, il commence à travailler sur un vrai plateau. Et Fast Company, qui n'est pas du tout un film mémorable, c'est un film de commande donc sur les courses de dragster où s'il n'y avait pas le nom de Cronenberg au générique, on aurait vraiment du mal à y trouver une filiation avec le reste de son œuvre. Mais sur le plateau de Fast Company, Cronenberg va faire 2 rencontres assez cruciales. La première, c'est avec son chef opérateur Mark Irwin, et la seconde, ça va être avec la chef décoratrice Carol Speyer. 2 personnes qui vont être fondamentales dans ses créations ultérieures. Et donc effectivement, il va créer une équipe en fait à partir de Fast Company. Et c'est à ce moment-là, ça je pense qu'il y a quelque chose qui va être très effectif dans Chromosome 3. C'est que Chromosome 3, c'est vraiment un film où la mise en scène de Cronenberg va vraiment, d'un coup d'un seul, atteindre un niveau qu'elle n'avait pas avant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Frisson et Rage, enfin tous les films qu'il avait fait jusqu'à présent, c'est des films qui étaient techniquement assez imparfaits, qui étaient où le manque de budget des fois se sentait un peu, où il y avait des approximations en termes de cadrage, de mise en scène, etc. Chromosome 3, d'un seul coup, la mise en scène de Cronenberg, son dispositif de tournage, d'un seul coup atteint un niveau qui est beaucoup plus maîtrisé. Chromosome 3, c'est un film, c'est ce qui fait sa force, d'ailleurs, qu'on le découvre rétrospectivement, c'est à quel point ce film est extrêmement bien pensé, bien écrit, bien réalisé, et à quel point on sent vraiment la puissance de la mise en scène de Cronenberg, qui
qui est déjà presque à son top niveau dans ce film. Qui est encore une fois, un film pas de débutant, loin de là, mais qui appartient encore à la première partie de carrière de Cronenberg, où il se spécialise réellement dans la body horror. Je veux voir ma femme maintenant. Elle est encore soumise à une thérapie intensive. Pas question qu'elle voie qui que ce soit. Vous la laissez voir Candice au week-end, non? Oui, Franck, c'est vrai, mais c'est différent. Ces visites régulières de sa fille ont été prévues dès le début des soins. Oui, mais à partir de maintenant, c'est changé. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est changé? Ma petite fille a été battue. Sauvagement. Et griffée aussi, et mordue. C'est sa mère qui a fait ça. Et sa mère est sous surveillance psychiatrique. Cronenberg, dès le début des années 70, a eu une sorte de fièvre créatrice, hein, qui fait qu'il avait déposé à l'équivalent du CNC canadien beaucoup de projets qui étaient non pas sous forme de scénario, mais de synopsis, de pitch, ce qu'on appelle aujourd'hui des pitchs, c'est-à-dire des traitements. Et en fait, on s'aperçoit que dans ce stock de textes déposés aux alentours de 1974, on a déjà en germe toute la filmographie qui va... on a déjà les projets qui vont donner lieu à Scanners, il y a déjà les embryons, si je puis dire, de Faux Semblants. Il y a toutes sortes de projets, bon, certains finalisés, d'autres pas, mais dont certains seront tournés réellement 5, 10 ans plus tard. Et Chromosome 3, c'est un peu l'exception, c'est-à-dire que c'est vraiment un film qui est né sur une impulsion. C'est-à-dire qu'il est vraiment... Alors, c'est là où effectivement, c'est un peu la particularité, selon Cronenberg lui-même, de ce film-là, c'est qu'il est vraiment tourné de manière autobiographique. Enfin, en tout cas, ça part d'une histoire vécue. Encore une fois, Cronenberg a toujours mis à distance l'aspect catharsis dans son cinéma. Il a toujours dit que c'était pas du tout sa motivation. Ce qui le motivait, c'était plus l'invention, comme il le dit. Chromosome 3, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que Chromosome 3, en fait, à l'époque, Cronenberg est dans une instance de divorce avec son ex-femme, et ça se passe extrêmement mal. Ils ont une fille qui s'appelle Cassandra, et les deux ex-conjoints se déchirent en place publique, et l'ex-femme de Cronenberg va s'enfuir en Californie en amenant avec elle sa fille. Et Cronenberg, à l'époque, est terrifié parce qu'il s'aperçoit que sa femme, on est dans les années 70, et donc c'est l'époque où il y a beaucoup de sectes en Californie, notamment beaucoup de sectes qui pratiquent des théories parapsychiatriques très douteuses, etc. Et il a l'impression de voir sa fille quelque part embrigadée, prise de force par sa mère et embrigadée dans une sorte de secte. Il est complètement paniqué et il va kidnapper sa fille. C'est-à-dire qu'il va prendre la voiture, il va aller en Californie et ramener sa fille de manière totalement illégale. Mais comme il le dit, c'est-à-dire qu'il était fou de rage. Il avait un réel désir de vengeance contre son ex-femme et un désir de protéger sa fille. Et ces deux pulsions, c'est-à-dire à la fois la pulsion paternelle et de l'autre côté ce désir de vengeance, presque cette pulsion homicide, il va lui donner une forme d'un chromosome 3. Et chromosome 3, ah oui, dont j'ai oublié de dire d'ailleurs, c'est important, c'est que le titre français n'est aucunement représentatif du titre original, qui s'appelle The Brood. Littéralement, c'est la portée, la progéniture, la portée. C'est vraiment au sens où on peut le dire de l'accouchement, au sens animal du terme. Et donc, le scénario, en fait, Cronenberg l'écrit d'un jet, comme il le dit d'ailleurs, dans une maison qui n'est pas encore aménagée, il porte des moufles en écrivant le scénario, il y a quelque chose d'assez extrême, d'assez cathartique, selon ses propres termes, dans ce scénario. Et il va en fait décrire l'implosion de la cellule familiale. The Brood, donc, Chromosome 3, sort en 1979, à l'époque où il y a une réelle une préoccupation, notamment dans le cinéma d'horreur américain, qui est l'enfant maudit et la cellule familiale, je dirais, en ruine. C'est un thème qu'on va retrouver dans des films comme L'Exorciste, La Malédiction, ou le roman, un des premiers romans de Stephen King, qui est Shining, où on va avoir cette interrogation sur la cellule familiale et sur la progéniture maudite. Il y avait aussi le très beau film espagnol Les Révoltés de l'an 2000, et à chaque fois on s'aperçoit que dans tous ces films-là, la place de l'enfant maudit, est toujours raccordée à un délitement de la société. Il y a quelque chose de très inquiet dans la société des années 70, où on se pose la question,
justement par rapport à la génération précédente qui s'auto-baptisait les enfants de l'amour, on va voir de quelle manière le cinéma des années 70 et celui de Cronenberg en particulier va, et c'est d'ailleurs c'est prononcé dans Chromosome 3, c'est le thème des enfants de la haine. C'est-à-dire tous ces enfants qui sont nés au début des années 70 et qui sont issus de familles complètement dysfonctionnelles et qui vont, c'est le thème central de Chromosome 3, c'est la famille dysfonctionnelle qui crée des enfants du chaos, les enfants de la haine, qui propagent la haine et la destruction. Donc c'est un film autobiographique certes, mais qui est raccordé à un certain air du temps, à une certaine préoccupation sociétale qui est celle des années 70. Maman, tu m'as fait mal. Tu m'as frappé avec tes poings, tu m'as griffé avec tes ongles. Tu m'as fait mal. Non, chérie, c'est faux. Je pense que tu as dû faire un cauchemar. Les mamans ne font jamais mal à leurs enfants, c'est ridicule. Tu crois? Jamais. En es-tu sûr? L'autre thème aussi, bon, mais ça c'est enraciné un petit peu dans l'histoire personnelle de Cronenberg, c'est qu'il y a aussi toute une méfiance par rapport à énormément de théories paramédicales, puisque, comme on le sait, c'est-à-dire que l'ère hippie, notamment bon, aux États-Unis, mais un peu partout, avait créé énormément de sectes, et surtout aussi, il y avait tout un mouvement, ce qu'on appelait le mouvement antipsychiatrique, qui contestait justement la psychiatrie clinique telle qu'elle était appliquée et qui tendait à lui remplacer des théories expérimentales, des pratiques expérimentales dont certaines étaient très douteuses et avaient créé des chaos, qui avaient créé des dysfonctionnements chez des patients. Enfin, il y avait eu des catastrophes psychiatriques très très lourdes dans les années 70. Il y a une histoire noire de la parapsychiatrie de l'époque. Et c'est un thème aussi qu'on va retrouver dans un film qui est très proche de Chromosome 3, qui est sorti, je crois qu'il est sorti un petit peu plus tard, j'ai plus mais qui est vraiment du début des années 80, c'était L'Emprise de Sidney J. Furie, où on a encore une fois une mère qui est dysfonctionnelle et qui est aux prises avec une psychiatrie qui est tout aussi dysfonctionnelle. C'est le film le plus noir de Cronenberg, très clairement, c'est son film le plus violent. Non pas en termes de gore d'ailleurs, parce qu'il y a à proprement parler une seule scène gore dans le film, et qui est mémorable, mais on s'en souvient surtout pour des scènes de violence qui sont beaucoup plus des scènes de violence psychologique et des scènes de brutalité physique. C'est pas un film qui est, je dirais, dont on se rappelle pour ses images de mutation, même si il y en a une à la fin qui est particulièrement spectaculaire, mais c'est plus une ambiance de tension, de noirceur, de brutalité psychologique et physique qui ressort du film. Et il y a quelque chose aussi de très... ça aussi, c'est quelque chose qui est assez inhabituel, atypique chez Cronenberg, c'est qu'il va faire référence je dirais, à tout un substrat qui vient du conte et de la mythologie, que d'habitude il fuit d'habitude. Cronenberg n'est pas du tout un cinéaste gothique, il n'est pas du tout porté sur l'imagerie traditionnelle du cinéma d'horreur, qui est très souvent enracinée soit dans le roman gothique ou dans le conte, etc. L'imagerie du monstre. Cronenberg est très peu, il fait très peu référence dans le reste de sa filmo, où vraiment c'est exceptionnel, notamment dans La Mouche. Et là, Chromosome 3, c'est un film où il y a énormément de références au conte. Ne serait-ce que parce qu'on y trouve des décors enneigés, des vieilles maisons, on a une esthétique qui est assez crépusculaire et qui renvoie à un Canada qui est presque... qui est vraiment, oui, c'est ça, qui est presque ancien, je dirais, par rapport à la modernité qu'on a dans d'autres films de Cronenberg. Et il y a évidemment, ça c'est la référence absolue, c'est ces gnomes, ces espèces d'enfants monstrueux qui sont dépourvus de nombril et qui ont des physiques comme ça de nains difformes et qui vont massacrer toute la famille. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, il y a un côté qui est très très proche de Blanche-Neige et les Sept Nains, du propre aveu de Cronenberg. Il y a réellement tout un côté conte de fées cauchemardesque qui est très présent dans ce film.
C'est un des rares films de David Cronenberg où il va mettre en scène, de manière très, comme des personnages principaux, des enfants. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut souligner, c'est que Cronenberg a de son propre aveu, il le dit, c'est-à-dire qu'il a une vraie crainte à filmer des enfants. Disons qu'en fait, le fait de filmer des enfants, c'est quelque chose qui le met assez mal à l'aise, à la fois en tant que père de famille et en tant que cinéaste, au sens où c'est quelqu'un qui a très très peu d'affinité avec le cinéma américain, le cinéma hollywoodien, qui montre des personnages enfantins comme des personnages synonymes d'espoir ou de renouveau ou de transmission. Chez Cronenberg, ça ne se passe pas du tout comme ça. L'idée que l'enfant c'est l'espoir, c'est quelque chose qui pour lui, c'est une idée qui est juste aberrante. Il ne voit pas l'humanité comme ça. Et donc il met en scène, pour l'anecdote, il met en scène une jeune actrice de 8 ans qui s'appelle Cindy Hines. Alors elle a 8 ans en tant qu'actrice, son rôle en a 5. Le rôle de Candy donc à 5 ans dans le film. Et c'est une actrice qui aura une carrière assez sporadique hein, dans le cinéma. On va la retrouver dans Dead Zone. Et après, elle va faire des études et complètement laisser tomber le milieu du cinéma. Au point d'ailleurs que, jusqu'à très tardivement, d'ailleurs, sa propre famille ne savait pas qu'elle avait fait du cinéma et certainement pas des films d'horreur. Je me demande si l'un de vous l'a remarqué. Il n'a pas d'ombilic? Pas de quoi? Pas de nombril? Cette chose n'a pas de nombril. C'est vrai. Et cela signifie que cette créature n'a jamais vraiment été mise au monde. En tout cas, pas comme on met au monde les êtres humains. Seigneur. Alors sur la mise en scène de Cronenberg, c'est vrai qu'on peut dire qu'avec Chromosome 3, Cronenberg a fait un pas de géant par rapport à ses films précédents. Il faut rappeler encore une fois qu'il a fait beaucoup de télé, il s'est formé un petit peu à diverses disciplines. Il a fait du cinéma XP, il a fait du cinéma bis, il a fait de la télévision, il a fait du cinéma commercial avec Fast Company. Et on sent qu'il arrive à un point où il a un vrai sens du découpage, un vrai sens du cadrage. La première séquence justement avec le duel psychique, si je puis dire, entre le docteur Reglan et son patient, qui se déroule dans un lieu de conférence. Ça, c'est un truc aussi que Cronenberg va énormément réutiliser. C'est des scènes qui se déroulent dans des lieux de conférence. Scanners, par exemple, on va en avoir beaucoup comme ça, de scènes de ce genre. Il y a toujours cette idée, c'est qu'on va avoir il va y avoir une démonstration du corps comme un corps spectacle. Ça, c'est quelque chose et on sent déjà que Cronenberg a un sens très sûr, je dirais, oui, si on peut dire du suspense, au sens où il y a vraiment tout un jeu autour du montré caché, etc. C'est quelqu'un qui arrive très très bien d'ailleurs à gérer des effets spéciaux qui suggèrent beaucoup plus qu'il ne montre. Malgré la réputation de cinéaste gore, Cronenberg peut être un cinéaste très subjectif. Et il y a quelque chose de très très frappant, c'est que dans la mise en scène du film, il y a réellement une impression d'angoisse, de lyrisme. Il y a des scènes qui sont d'ailleurs assez peu commentées, j'ai remarqué dans les bouquins sur Cronenberg. C'est toutes les temps morts, les scènes creuses d'attente. Il y a une scène que moi, c'est ma préférée du film, c'est la scène où on a le grand-père de la famille Carvette qui erre dans la maison, qui est saoul et qui est désespéré parce que son ex-femme a été assassinée. Et on le voit méditer devant la trace du corps laissée par les policiers. Donc on a tracé le corps avec du scotch. Il y a une scène qui est terriblement poignante et glaçante, où on le voit errer dans la maison et on sait qu'il y a une menace en plus dans la maison, quelque chose qui va arriver d'horrible. Et il y a quelque chose d'extrêmement, je dirais, maîtrisé. Je dirais, il y a une maîtrise de l'effet choc, dans les mouvements de caméra qui sont extrêmement fluides, etc. Il y a une mise en scène qui est vraiment extrêmement belle et très maîtrisée. Et l'autre truc aussi, c'est vrai que c'est quelque chose qui renvoie un peu à ce qu'on disait d'ailleurs par rapport au décor, c'est que Cronenberg jusque-là, et là aussi encore une fois, Chromosome 3 est un film qui fait un pas de côté par rapport à ce qu'on a connu et ce qu'on sait de Cronenberg, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours été jusqu'à présent dans une esthétique
moderniste, c'est-à-dire au sens où c'est son côté ballardien, c'est quelqu'un qui a toujours filmé l'urbain. Cronenberg est un cinéaste urbain par excellence. Et pas n'importe quel urbanisme, c'est-à-dire qu'il va filmer des architectures brutalistes, bétonnées, froides, avec du béton à perte de vue, des points de fuite, hein, des perspectives comme ça très très marquées, des immeubles qui correspondent à toute l'architecture brutaliste des années 60 et 70, qui à l'époque était neuve, et donc qui affichait effectivement tout un côté froid, déshumanisé, impersonnel. Et Chromosome 3 va au contraire, et ça appuie encore l'esthétique de conte du film, il va revenir vers des maisons anciennes. On voit beaucoup de bois par exemple. Dans Chromosome 3, il va filmer beaucoup des décors avec des pièces lambrissées, l'intérieur de la clinique Soma Free, où on voit énormément de pièces avec du bois verni. On va avoir beaucoup il y a toute une scène aussi dans un appentis. Il y a vraiment toute une esthétique qui renvoie à quelque chose d'assez boisé, avec des vieilles maisons, des maisons marquées par le temps, quelque chose qui est beaucoup plus, qui renvoie une sorte de Canada qui est souvent assez limitrophe d'une campagne lugubre, enneigée, avec des forêts comme ça très, très sombres. Une bonne partie du film est tournée de nuit ou au crépuscule. Il y a quelque chose de très, je dirais, c'est ce qui renvoie à l'univers du conte, quelque chose qui est, on est dans un film vraiment qui filme beaucoup la nuit, et toutes ces maisons comme ça, des maisons anciennes, et avec cette présence du bois qui est très 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 présente. Ça, c'est quelque chose qui est très frappant chez Cronenberg, parce que c'est pas quelque chose sur lequel il va revenir avant longtemps. C'est quand même un cinéaste urbain très moderniste. Là, au contraire, sa mise en scène va s'attarder sur ces matériaux qui ne sont pas des matériaux, en tout cas qui ne sont pas courants chez lui à l'époque. Il y reviendra beaucoup plus tard. Il faut citer, parce qu'on ne peut pas ne pas la citer, parce que c'est une anecdote que Cronenberg a dit et répété. C'est une anecdote qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, qui a été beaucoup reprise dans les journaux et qui est devenue une blague, mais qui pour Cronenberg est très très sérieuse. C'est quand il a dit que Chromosome 3 était sa version personnelle et réaliste de Kramer contre Kramer. Ça, c'est une blague, mais qui est très très sérieuse, hein, qui a été beaucoup reprise. Alors il faut revenir sur le contexte, puisque Cronenberg est en plein contexte de divorce. On est en 1979, et si je dis pas d'ânerie, c'est au moment où sort sur les écrans américains la comédie romantique Kramer contre Kramer. C'est un film que Cronenberg déteste. Il l'a toujours dit, il a dit c'est un navet. Et Cronenberg s'est toujours indigné du fait que ce film avait eu un énorme succès, qu'il avait fait pleurer tous les spectateurs, etc. Et il l'a dit, alors, encore une fois, je cite de mémoire, hein, il avait dit que c'était pour lui la preuve, hein, que le cinéma le cinéma commercial pouvait faire pleurer des millions de gens en racontant des mensonges et en mentant ouvertement sur la réalité du divorce. Alors, évidemment, ça a quelque chose d'assez facétieux, d'assez moqueur venant de Cronenberg, mais il y a quelque chose de véridique, enfin en tout cas c'est comme ça qu'il le ressent. Il a dit qu'il a voulu, dans Chromosome 3, faire un film réaliste. Faire un film qui montrerait justement la violence, qui montrerait le déchirement du couple. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très particulier, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que Chromosome 3 n'est pas... C'est un film gore, oui, il l'est indéniablement, mais c'est pas le gore arrive de manière assez tardive et c'est pas l'effet qu'on remarque le plus. Chromosome 3, c'est plus un film sur la violence à l'intérieur d'un couple. Alors il faut quand même rappeler l'importance des acteurs et notamment de l'actrice, puisqu'il y a les deux stars du film, on peut le dire, hein, sont Oliver Reed qui joue le rôle du psychiatre, qui a un rôle très à la Oliver Reed, c'est-à-dire massif, viril, imposant, inquiétant. Mais Oliver Reed incarne vraiment ce psychiatre que personne ne peut arrêter, qui est dominant, charismatique, et qui est comme on est chez Cronenberg, qui vit dans cette espèce d'institution psychiatrique dont il est le maître incontesté. On a l'impression que personne ne peut rentrer à l'intérieur, qu'il fait ce qu'il veut. Il n'y a aucun pouvoir, même judiciaire, ne peut l'arrêter. On le dit d'ailleurs. Hein. C'est un psychiatre, on ne peut rien faire contre lui. Ah bon ? Et il y a Samantha Eggar, qui joue le rôle de la Mater Dolorosa, Mater Furiosa, enfin la mère de la souffrance, la mère de la haine. Et Samantha Eggar fait une prestation d'actrice qui est juste incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, on a... et qui est très, très... ce qu'elle fait est très, très risqué. C'est-à-dire vraiment, elle joue le rôle d'une femme comme ça, qui est à la fois extatique, hystérique, furieuse, hurlante,
implorante. Et en fait, elle incarne une sorte de mère qui passe par tous les stades de régression infantile jusqu'à l'explosion de rage la plus extrême. Et l'actrice porte réellement un rôle très très lourd. Hein. Elle encaisse vraiment. Et elle a joué que 4 jours. En plus, il n'y a eu que 4 jours de tournage, puisqu'elle n'est jamais présente, on ne la voit jamais avec sa fille, on la voit, enfin, sa fille dans le film, et très rarement avec le mari, ils sont séparés géographiquement, et l'actrice n'a joué que 4 jours. Mais c'est vrai que on peut dire que ses apparitions sont mémorables, parce qu'il y a vraiment disons qu'elle interprète un personnage qui est, je dirais, qui est vraiment l'incarnation d'une mère dévorante, destructrice, là encore une fois mythologique, puisqu'on pense beaucoup à Artémis, la déesse Artémis. Et il y a surtout cette idée, c'est que c'est un personnage féminin monstrueux dans tous les sens du terme, monstrueux de par ces horribles tumeurs qui ont remplacé ses organes génitaux. Bon, ça c'est la scène finale du film où elle exhibe comme une sorte de furie, comme ça elle tend, comme ça ses ailes, et on découvre à la place de son utérus une sorte de tumeur monstrueuse qui accouche de ces gnomes, ces enfants de la haine. Mais il y a surtout le fait que c'est une mère monstrueuse, de par le fait que c'est une matricide, et c'est surtout quelqu'un qui ne peut quelque part survivre que par la destruction complète de ce qui l'entoure. Il y a quelque chose de l'ordre de Kali, quoi. C'est vraiment une mer de destruction complète. Et le dénouement du film, c'est le seul qui peut achever cette histoire, c'est le mari qui va étrangler sa femme. Ça se termine quand même là-dessus. C'est quand même pour un film sur le divorce, quand Cronenberg dit que c'est son film le plus réaliste qu'on ait fait sur le divorce, ben, c'est radical. C'est-à-dire que littéralement, la résolution, c'est le meurtre de sa femme. Je crois que pour un film autobiographique, c'est aller loin. Il y a vraiment, je crois qu'on peut dire que Cronenberg, lui qui disait justement ne pas avoir voulu mettre de l'autobiographie dans le gore, il a été très très loin. On peut dire qu'il y a vraiment cette dimension, mais très très clairement, c'est l'histoire d'un cinéaste qui rêve d'étrangler sa femme. Il y a une anecdote d'ailleurs qu'il a beaucoup citée, là aussi c'est pareil, c'est qu'il y a le meurtre du grand-père, où le grand-père se fait assassiner, là aussi une référence au conte, puisque le monstre surgit de sous le lit, et on voit cet enfant difforme qui va attraper des boules en verre et qui va fracasser le crâne du grand-père. Et Cronenberg racontait qu'en salle de montage, il avait rajouté plusieurs coups de boules de verre sur le crâne, parce qu'il pensait au père de son ex-femme, en disant voilà ce que j'ai envie de faire. Donc il y a vraiment une catharsis très 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 violente par rapport à sa belle famille. C'est quelque chose de très 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 frappant. Et c'est vrai qu'en ce sens, si on parle de violence psychologique, si on parle de catharsis, et si on parle justement de pulsion homicide, oui, Chromosome 3 est un film réaliste. Il est, et d'ailleurs, on peut dire qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la somatisation. Là aussi c'est pareil, c'est quelque chose qui est très dans l'air du temps, avec ces enfants qui sont symboliquement quelque part des sortes de névroses ou de psychoses, même on peut dire, faites chair. Il y a quelque chose effectivement de l'ordre chez Cronenberg, on peut dire qu'avec ce film-là, ce qui serait symbolique chez d'autres cinéastes devient organique chez lui. C'est-à-dire que ce qui est de l'ordre du... Alors évidemment, Cronenberg, comme pas mal de gens, a lu de la psychanalyse, il connaît Freud, et il a quand même pas mal il a un bagage littéraire autour de ça, sauf qu'au lieu d'intérioriser les sentiments et d'en faire des névroses, justement de faire ce que fait Ingmar Bergman, c'est-à-dire que Bergman est très fort pour ça, c'est qu'il va filmer des personnages névrosés qui sont dans des automutilations, dans des choses comme ça, mais comme on n'est pas dans le cinéma fantastique, on reste dans le symbolique. On peut dire que Chromosome 3 est une sorte de Bergman gore. Et je pense qu'en ce sens, on peut dire que c'est un film réaliste. Il faut parler de l'image un petit peu chez Cronenberg, puisque là aussi c'est pareil, c'est quelque chose qui a été beaucoup souligné. Bon, les décors, effectivement, mais il y a effectivement une esthétique aussi qui est très reconnaissable chez Cronenberg, et ça en général c'est un terme que tous les analystes et tous les commentateurs de Cronenberg, c'est un adjectif qui revient tout le temps, c'est que c'est un cinéma froid. Je pense qu'il faut être, et c'est vrai, c'est froid au sens climatique. C'est souvent des films qui sont tournés en hiver d'ailleurs. Il y a une esthétique assez glacée
dans les architectures, dans les climats qui sont filmés. Et surtout, c'est vrai qu'il y a quelque chose, je dirais, quelque chose de très très cru chez Cronenberg, qui rend son cinéma, je dirais, encore une fois, extrêmement réaliste. C'est-à-dire que Cronenberg refuse le côté pictural, par exemple, ou l'aspect trop onirique d'une photographie trop veloutée. Cronenberg se situe vraiment aux antipodes, par exemple, de ce qu'on peut trouver chez d'autres cinéastes auxquels on le compare souvent. Je pense notamment à David Lynch, auquel Cronenberg est très souvent comparé, parce qu'il y a un lien avec la body horror. Il faut rappeler que Chromosome 3, c'est un film qui sort peu de temps après plusieurs films qui parlent d'accouchements monstrueux, et notamment parmi eux le fameux Eraserhead de David Lynch. Bon, il y a Alien aussi, mais c'est pas tout à fait le même truc. Mais on peut dire que Eraserhead, avec ses accouchements monstrueux, ses fœtus difformes et ses couples dysfonctionnels, on peut dire que Eraserhead a quelque chose à voir avec Chromosome 3. On a quand même des choses identiques. Sauf que Eraserhead est tourné comme un rêve, avec une photographie qui est en noir et blanc, ce qui nous plonge dans un monde onirique, alors que Cronenberg cherche réellement un effet réaliste. Il cherche à nous montrer un univers qui est celui du Toronto de la vie de tous les jours. Et encore une fois, c'est vrai pour le choix des décors, c'est vrai pour il y a un effet de réel et que Mark Irwin, effectivement, comprend très très bien, puisqu'il va tourner ça avec un effet qui est presque documentaire, des fois par certains aspects. Mais il faut rappeler que c'est quelque chose qui est vraiment typique de la première partie de la carrière de Cronenberg, et on va avoir... je dirais, Cronenberg va petit à petit changer de curseur, en changeant de chef opérateur, notamment avec, je crois, c'est Peter Suschitzky, avec lequel il va travailler à partir de Faux Semblants, où on va basculer là pour le coup dans des mondes justement beaucoup plus irréels, quelque chose qui va être beaucoup plus le festin de nu, on va être carrément dans un film surréaliste. Cronenberg va changer son curseur, c'est-à-dire qu'il va, en avançant dans sa carrière, aller vers des images beaucoup plus oniriques, alors que Chromosome 3, dans son scénario, dans son écriture et dans sa photographie, c'est vraiment un cinéma qui cherche l'effet de réel. Et surtout, il cherche un effet de contemporanéité. C'est ça. Cronenberg cherche réellement à filmer le Canada de son temps, de son époque. Et ça, on va voir que c'est beaucoup plus tard dans sa carrière, à partir du mi-temps des années 80, il va petit à petit abandonner un peu cette recherche pour aller vers des mondes de plus en plus irréels et hors du temps. Howard Shore et David Cronenberg sont à l'origine deux amis étudiants. Ils se sont rencontrés à l'époque justement où ils fréquentaient les projections underground, enfin, ils s'étaient liés d'amitié à cette époque. Et comme ils le disent en plaisantant, c'est-à-dire qu'ils se sont aidés mutuellement, l'un à devenir musicien professionnel et l'autre réalisateur professionnel. Et c'est vrai que Howard Shore et Cronenberg, c'est une collaboration presque de toujours. Il faut rappeler que les premiers longs métrages de Cronenberg, je parle des deux premiers longs métrages professionnels, c'est-à-dire Frisson et Rage, ne contenaient pas de musique originale, c'était que des musiques, ce qu'on appelle des musicomètres, hein, des musiques qui faisaient partie d'un stock de musique utilisable pour la télévision et le cinéma, et qu'il utilisait comme des musiques des musicomètres, quoi. Et à partir de Chromosome 3, encore une fois, c'est encore le moment où Cronenberg découvre son équipe, il va utiliser la musique de son ami Howard Shore. Alors, la musique de Chromosome 3, c'est une musique qui est très clairement ancrée dans son temps, puisque c'est une musique à base de cordes qui est très clairement sous l'influence de Bernard Herrmann. C'est une musique qui est, on peut dire très clairement que dans son orchestration et sa composition, c'est vraiment une partition post-psychose.
Je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de, dès les premières notes, on reconnaît l'influence des cordes de Psychose que tout le monde connaît, hein, évidemment, tout le monde se rappelle des stridences de cordes de Bernard Herrmann. Et la musique de Chromosome 3 se situe clairement dans un registre de cinéma horrifique post-Psychose. Il faut rappeler qu'on est en 79, en pleine époque du slasher, et le slasher, évidemment, un cinéma qui pille ouvertement l'héritage de Alfred Hitchcock, réutilise encore une fois les stridences de cordes. C'est quelque chose qui est vraiment typique de l'ère du temps, sauf que Howard Shore va, on entend dans sa musique aussi quelque chose qui est beaucoup plus avant-gardiste, c'est qu'il va utiliser des motifs cycliques. Notamment, Howard Shore, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la musique expérimentale, à la musique électronique. Dans Scanners, on va voir qu'il va utiliser des synthétiseurs, etc. Et on sent du coup, derrière cet apparat, je dirais, post-Bernard Herrmann, on entend déjà quelque chose qu'on va retrouver dans une bonne partie de la musique de Howard Shore, c'est des sortes de stridences ou de motifs cycliques qui rapprochent sa musique beaucoup plus de l'avant-garde. Et en ce sens, c'est vrai que la musique de Shore, qui maintenant, voilà, c'est encore une fois la collaboration Shore-Cronenberg, et vraiment c'est un tandem cinématographique de choc qui ne s'est jamais démenti, à part l'exception Fast Company qui était hors cadre, et l'exception ce sera Dead Zone, où Cronenberg va travailler avec Michael Kamen. Sinon, la musique de Shore est indissociable de l'effet Cronenberg produit sur le public. Nous rentrons à la maison. On rentre chez nous. Il y a quelque chose dans Chromosome 3 qui est intéressant dans le sens où, bon, évidemment, le film, donc il est sorti en 79, à l'heure où on fait cette vidéo, on est en 2022, donc évidemment, c'est un film qui a quand même bientôt 50 ans, en tout cas qui a dépassé les 40. Et c'est vrai que ce qu'il y a de frappant, c'est de voir la lecture aujourd'hui qu'on peut en faire rétrospective, puisqu'en fait, comme on l'a dit, c'est un film qui était sorti à une époque où il y avait toute une vague un peu de paranoïa autour de la famille, autour de l'enfance, autour de l'éclatement de la cellule familiale. Et d'une manière générale, il y avait cette espèce de passage où en 69, on parlait des enfants de l'amour, c'était la génération Woodstock, et en 79, Cronenberg fait les enfants de la haine. Il y a quelque chose de provocateur, quelque chose qui est direct. Et je ne pense pas que Cronenberg l'ait fait fortuitement. C'est-à-dire que quand il montre une génération de parents déboussolés, dysfonctionnels, névrosés, ces familles qui sont plongées dans des thérapies psychiatriques douteuses, enfin, il montre quelque part un délitement complet du tissu relationnel, du tissu familial, et il termine son film sur une note qui est totalement désespérée avec cette idée, c'est que la petite fille du Candy, elle est condamnée à répéter les névroses familiales. Il y a vraiment cette idée, ça je pense que le film se termine sans aucune ambiguïté là-dessus, sur le fait que c'est un cycle infernal qui va recommencer. C'est-à-dire que les enfants de la rage vont perpétuer leur procréation et perpétuer ce chaos. Et c'est vrai que, évidemment, aujourd'hui, rétrospectivement, évidemment, j'avais revu il y a quelque temps une vidéo où on voyait l'actrice Cindy Hines, qui évidemment, qui a mon âge, hein, elle est née en 71, et enfin moi je suis de 73, mais peu importe. Mais il y a le constat effectivement d'une génération qui est celle toute la génération qui est née dans les années 70, donc qui était née après les mouvements libertaires. Et effectivement, il y a ce constat des abusés, qui est celui d'une génération qui effectivement, on s'aperçoit que je dirais la libération sexuelle, tout le côté libertaire de la génération des années 70, évidemment, on porte aujourd'hui un regard qui peut sembler désabusé ou assez sombre. Et c'est vrai que Chromosome 3, c'est un film qui est quelque part, même si Cronenberg
l'a fait de manière beaucoup plus cathartique et je dirais beaucoup plus intérieure que ça. Quelque part, il a porté à son corps défendant, si je puis dire, un regard sociétal aussi, sur une certaine génération. Cronenberg, à l'époque, évidemment, était du côté des pères. Et c'est vrai que, à titre personnel, en tant que spectateur, moi, j'ai fait partie de la génération des enfants, quelque part, qui a découvert son cinéma, évidemment, de manière un peu plus rétrospective. Et c'est vrai que, évidemment, aujourd'hui, le cinéaste Cronenberg nous regarde, nous, qui abordons maintenant la cinquantaine, je dirais. Il y a une sorte de transmission à travers ce film qui se fait de lui à nous. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très frappant dans Chromosome 3, c'est le constat de chagrin, de tristesse, de désespoir que ce film procure. Il y a quelque chose au-delà de l'horreur organique, de la colère, de la violence que ce film dégage, il y a un climat de tristesse, hein, de désespoir, de résignation à une sorte de cycle sans fin de transmission de la névrose qui évidemment, effectivement, par rapport au monde actuel, fait sens. Il y a quelque chose d'assez frappant dans le fait que Chromosome 3, c'est un film qu'on peut montrer aujourd'hui à des générations plus jeunes, et l'effet de ce film-là reste identique. Il est toujours aussi viscéral, toujours aussi puissant, et son impact est toujours aussi dévastateur. C'est un film dont on ressort avec l'impression d'avoir pris un coup de marteau sur la tête. Il y a vraiment une force et je dirais un sentiment de perte dans ce film qui est très très fort.